Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour venir écouter et échanger au sujet de la ferme laitière bas carbone, donc la démarche de la filière pour traiter de la question du changement climatique. Je m'appelle Jennifer Huette, je travaille pour le CNIEL, qui est l'interprofession laitière, et j'interviendrai avec Catherine. Je ne sais pas, tu peux te présenter, ouais. Je pense. Donc Catherine Brocan, Institut d'élevage, en charge des projets de développement carbone dans les élevages laitiers. Voilà, donc je vais introduire la conférence en vous présentant un peu la démarche de filière, et ensuite Catherine vous apportera des éléments plus techniques sur là où on en est et comment ça se déroule. Bonjour. Ah, celui-là marche mieux, non ? Celui-là marche mieux ? Attends. Il faut que tu te mettes du côté là, sinon Jennifer, ça. Celui-là, vous m'entendez bien là ? Ouais. Peut-être que je parle trop loin du micro. Est-ce que c'est mieux là ? Super. Alors, désolée. Donc, Jennifer Huette du CNIEL et vous avez entendu Catherine se présenter. Donc, je vais vous présenter la démarche de la filière et puis Catherine apportera les éléments techniques en complément. Donc, pour vous rappeler le contexte dans lequel on se situe, la filière laitière a lancé une démarche de responsabilité sociétale qui s'appelle France Terre de lait et qui repose sur 4 piliers que sont la performance alimentaire, la performance économique et sociale, la performance sanitaire et la performance de production responsable. Donc c'est ce dernier pilier qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ferme laitière bas carbone. Sur ces différents piliers, des objectifs ont été fixés et celui qui concerne particulièrement la production responsable, c'est notamment d'améliorer le bilan carbone de la production de la filière laitière. Donc il y a aussi un objectif sur le bien-être animal, mais qu'on ne traitera pas aujourd'hui. On est vraiment ici sur le bilan carbone de la filière. J'insiste sur le mot filière. Même si on va se consacrer un peu plus ce matin à l'amont, mais il y a aussi une partie aval. Alors, pourquoi ces questions ? Donc, on a mis quelques photos qui illustrent les aléas climatiques qu'on subit en ce moment d'ailleurs, et qui donc rendent un peu concret ces questions de changement climatique. On a vu aussi en tant que filière des attaques d'autres secteurs, notamment là on a mis l'affiche de Eurostar qui à une époque a affiché que ces trains polluaient moins que les élevages. Donc voilà, on a eu quelques éléments qui sont arrivés de ce côté-là. Et puis, il y a aussi eu des éléments dans la presse qui disaient que finalement, réduire la production laitière, c'était peut-être la solution pour réduire son impact sur le climat. On a également réalisé un sondage qui montre que les Français sont assez réalistes face au changement climatique. Donc 9 sur 10 pensent que le changement climatique est aujourd'hui une évidence. Alors, j'ai un de mes collègues qui vous dirait que le 10e n'est pas loin de le penser aussi, mais pour l'instant, on n'en est qu'à 9 sur 10. Mais 8 d'entre eux pensent que malgré tout, on peut encore agir, et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre démarche. Alors, pour rappeler quelques chiffres, l'agriculture représente 19% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Et parmi ces 19%, 6% sont issus de l'élevage bovin-lait. Sachant qu'entre 1990 et 2010, la filière a déjà fait de gros efforts et a réussi à réduire de 23,8% ses émissions. Ce qui n'empêche pas qu'il nous reste une marge de progrès. Alors, le changement climatique, la filière laitière en est certes en partie responsable par ses émissions de gaz à effet de serre, mais elle en subit également les conséquences et c'est aussi pour ça qu'on se doit d'agir. Donc il y a quelques extraits d'articles là qui montrent que voilà, aujourd'hui les éleveurs sont clairement impactés par les changements. Tout cela a amené la filière à lancer dès 2013 un programme qui est un programme pilote avec des financements européens, donc sur fonds LIFE, qui s'appelait Carbone Dairy et qui s'est clôturé en juin 2018. Donc ce programme pilote a porté sur 3900 élevages dans 6 régions laitières françaises
Et il s'est appuyé sur un outil dont vous allez entendre parler beaucoup dans la suite de la présentation, qui s'appelle Cap2R, donc qui est l'outil de référence pour la mesure des impacts environnementaux en élevage de ruminants en l'occurrence. Et donc, c'est ce programme pilote qui a permis de lancer ensuite une démarche de filière, donc l'extension de ce programme pilote, qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de ferme laitière bas carbone, qui a été lancée dès 2015 sur la base des résultats qu'on avait déjà pu obtenir de Live Carbon Dairy. Ce programme ferme laitière bas carbone, il concerne plus uniquement les 6 régions du programme pilote, mais l'ensemble des régions françaises, et plus uniquement les 3900 élevages qu'on avait ciblés initialement, mais bien l'ensemble des éleveurs du territoire. Alors, les grands principes de la démarche sont récapitulés ici. C'est une démarche, je l'ai déjà dit, de filière qui a associé ses acteurs dans la construction, mais qui est bien une démarche volontaire. Donc, il n'y a pas d'obligation d'entrer dans la démarche ferme laitière bas carbone. L'éleveur reste au centre de la démarche. On n'impose pas de solutions toutes faites, mais ce sont vraiment des solutions adaptées à l'exploitation. Et la démarche implique également les organismes de conseil, les coopératives, les industriels. C'est important d'avoir une démarche concertée pour avancer ensemble pour la filière. L'objectif, c'est d'améliorer la durabilité des systèmes de production. Alors, améliorer la durabilité, ce n'est pas uniquement réduire son empreinte carbone, on insiste là-dessus. On veut certes des élevages qui soient performants en termes environnementaux, mais on souhaite aussi maintenir leur performance économique et leur performance sociale. Donc, les trois vont de pair, on ne fait pas l'un au détriment de l'autre. On souhaite limiter les impacts environnementaux, mais également valoriser les services qui sont rendus par l'élevage et qui sont parfois oubliés dans les mesures d'impact. On pense notamment ici au stockage carbone, à la matière organique ou également à la biodiversité. Et pour finir, c'est une démarche partagée au niveau national. Donc la gouvernance se fait au niveau de la filière, donc, qui représente l'ensemble des acteurs, et la communication se fait de façon harmonisée. Je te laisse prendre la suite. Alors, maintenant, je vais vous présenter effectivement l'empreinte carbone du lait et le potentiel de réduction. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on mesure? Quelles sont les émissions d'un atelier bovin-lait? Donc, en premier lieu, il y a le méthane, méthane entérique qui est émis lors de la dégradation de la matière organique. Donc, on va avoir deux postes d'émission, notre vache, donc le méthane entérique, avec le rumen, et puis après, les effluents, où également on peut avoir des émissions de méthane. Ensuite, on a des émissions sous forme de protoxyde d'azote, et donc qui est la transformation en aérobie, je vais y arriver, de l'azote par les phénomènes de nitrification, dénitrification. Et donc, on a ce type de phénomène lors du stockage des effluents et également dans les sols avec les apports d'azote minéral ou organique qui se traduisent donc par des émissions de protoxyde d'azote. Et enfin, le petit dernier, c'est le dioxyde de carbone, qui est lié à la combustion des énergies fossiles. Et puis également, comme on a une approche analyse du cycle de vie, on intègre l'empreinte carbone des achats. Donc tous nos achats d'intrants, que ce soit les engrais, les aliments, carburant, électricité, tous ces produits sont fabriqués et transportés jusqu'à la ferme. Ça se traduit par des émissions et donc on le comptabilise par le biais d'équivalent CO2 qu'on associe aux intrants. Et enfin, en termes de dioxyde de carbone, il y a également le stockage carbone. Donc, c'est une spécificité de l'agriculture. Elle peut stocker du carbone dans les sols. Donc, on va comptabiliser aussi du stockage sous les prairies permanentes, temporaires, et également sous les haies. Donc, la subtilité pour sommer ces trois gaz à effet de serre, ils n'ont pas le même pouvoir de réchauffement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le PRG. Et donc, on transforme le protoxyde d'azote et le méthane en équivalent CO2. Et donc, 1 kg de méthane, c'est 25 kg de CO2. Et 1 kg de protoxyde d'azote, c'est 298, on va dire 300 kg équivalent CO2. Donc, quand on va faire nos diagnostics, on va mesurer ces trois gaz à effet de serre.
Alors, les postes d'émission. Alors déjà, le profil des émissions sur un atelier laitier. Donc, vous voyez que le méthane, alors, je vais essayer de me rapprocher, mais j'ai peur que je fasse une bêtise. Hop. Donc, voilà, ici, la répartition des 3 gaz. Donc, vous avez le méthane en bleu, en violet, le protoxyde d'azote et le CO2 en orange. Donc, vous voyez que le poids du méthane est assez important. Et effectivement, c'est le méthane entérique. Vous verrez dans la diapo d'après. Ensuite, donc, il représente 55%. C'est une moyenne, hein, donc ça va évoluer en fonction des exploitations. 25% pour le protoxyde d'azote et 20% pour le CO2. Donc rappelez-vous, hein, le CO2, c'est à la fois la combustion du carburant, mais les intrants achetés. Alors, où est-ce qu'on émet tout ça? Eh ben, vous voyez sur ce schéma-là, donc il y a notre vache qui émet du méthane entérique. Ensuite, ces effluents vont être gérés au bâtiment au stockage, ce qui va se traduire par des émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Donc ensuite, nous, l'azote va être épandu, cet azote organique, auquel on ajoute la fertilisation minérale, ce qui va se traduire par des émissions de protoxyde d'azote au niveau des sols ici, et j'y ajoute le pâturage. Donc l'azote est excrété au pâturage. Et puis, pour finir, on a nos intrants là-haut, donc ce que je vous disais, les aliments, les engrais, carburant, électricité, on les a mis ici. Et puis effectivement, j'ai oublié les animaux. Si on achète des animaux, ils ont été élevés ailleurs, ils ont produit des émissions aussi ailleurs, donc on les comptabilise dans le bilan de l'exploitation pour connaître l'empreinte carbone du lait. Voilà, et la compensation carbone qui viendra compenser les émissions. J'essaye de ne pas prendre les pieds dans les fils. Hop. Donc dit autrement, avec un peu plus de détails, vous voyez, donc là c'est le camembert des émissions. Pour la production d'un litre de lait. Donc le méthane entérique, il représente la moitié des émissions. Ensuite, tout ce qui est gestion des effluents, pratiquement 20%. Donc ici, vous retrouvez du CH4, du N2O. Et ensuite, je vais passer à celui-là. La fertilisation des cultures représente 11%. Donc ça, c'est les émissions de N2O quand j'apporte de l'azote minéral ou organique sur les sols. Et enfin, il nous reste les intrants. Les aliments qui pèsent pour 11% des émissions, carburant, électricité 5%, les achats d'engrais 3% et puis quelques achats, c'est qu'une moyenne. Hein. À nouveau, ce camembert-là, il représente une moyenne de toutes nos exploitations chez lesquelles on a fait un diagnostic. Donc voilà à peu près la répartition. Donc le post-fermentation théorique, hein, c'est le plus important. Et dit aussi autrement, on va dire que la ration, elle pèse pour 30% des émissions. Et donc là, sous cette thématique ration, on va y associer en fait tout ce qui est fertilisation des cultures, achat d'aliments, énergie pour la récolte, le semis, etc. Et donc ça pèse pour 30% des émissions, alors que la partie animale là-haut pèse pour 70%. Donc en fait, c'est notre méthane entérique et la gestion des effluents. Alors, là, je vais vous présenter maintenant les résultats. Quels sont les résultats en termes d'empreinte carbone du lait? Mais avant, l'échantillon. Donc c'est un échantillon derrière de pratiquement 6000 exploitations. Avec des diagnostics réalisés depuis 2013. Donc une partie, effectivement, concerne le programme Carbone des riz, mais ensuite, il y a eu déploiement de la démarche carbone dans d'autres régions. Donc le programme Carbone des riz, c'était l'Ouest, avec Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, plus le Nord, des élevages aussi en Lorraine et en Rhône-Alpes, ce qui nous permettait d'avoir la diversité des systèmes laitiers français. Et là, maintenant, on commence à ajouter d'autres régions. Donc, l'échantillon commence à être de plus en plus représentatif de l'exploitation française. Donc, voilà, pratiquement 6000 exploitations. Et donc, on est sur des exploitations spécialisées lait et polyculture élevage principalement. Et donc, l'exploitation moyenne, vous voyez, elle fait 80 hectares. Deux personnes travaillent sur l'exploitation. Excusez-moi, j'ai dit 80 hectares de SFP, 112 hectares de SAU. Voilà. Alors, les résultats. Donc déjà, l'empreinte carbone du lait, on la présente avec 3 indicateurs. Le premier, ce sont les émissions, donc le CO2, N2O, CH4, qui sont sommés. On y enlève le stockage carbone, ce qui nous donne l'empreinte carbone nette. Alors, les résultats, vous voyez globalement en termes d'émissions, on est pratiquement à 1 kg de CO2 par litre de lait produit, que l'on compense avec 0,14 kg de CO2 par litre de lait lié au stockage carbone, ce qui nous donne une empreinte carbone nette de 0,85 kg.
Si on regarde les différents systèmes, alors je vais peut-être vous expliquer comment on classe nos systèmes fourragers. Donc les exploitations laitières, on les répartit dans 5 types de systèmes en fonction de leur situation géographique, plaine ou montagne, et ensuite en fonction de la part de maïs dans la SFP. Donc on a les systèmes herbagés, le premier ici. Donc là, il y a moins de 10% de maïs dans la SFP. Le deuxième, c'est les systèmes herbe-maïs, où on a entre 20 et 30% de maïs dans la SFP. Et le dernier, c'est le système maïs, à plus de 30% de maïs dans la SFP. Je vous présenterai la montagne après. Donc là, on est dans la zone plaine. Donc vous voyez, en termes d'émissions, il n'y a pas de grande différence entre les systèmes, où on est à 1 kg de CO2 par litre de lait pour les systèmes herbagés, contre 0,96 pour le système maïs, et à mi-parcours à 0,98 le système herbe-maïs. Alors par contre, en termes de stockage carbone, les systèmes herbagés stockent beaucoup plus, parce qu'il y a plus de prairies. Et souvent, on y associe aussi plus de haies. Donc, on est à 0,31 kg de CO2 par litre de lait de stockage carbone, contre 0,09 pour le système maïs. Donc, ce qui donne, en termes d'empreinte carbone nette, une empreinte de 0,70 pour les systèmes herbagés, contre 0,87 pour les systèmes maïs. Donc, voilà, le poids carbone, quand vous consommez un litre de lait, départ ferme. Il y a encore tout le reste derrière à ajouter. Ça va peser. Si vous regardez que les émissions, globalement 1 kg pour faire simple. Et si vous regardez le stockage carbone, en moyenne, on se situe à 0,15 kg de CO2 par litre de lait. Alors la montagne, on a des résultats assez comparables. Avec les émissions, on est un peu plus élevé dans le système montagne herbagé, où on est à 0,4 et 1 kg pour le système maïs. Donc là, le système herbagé, c'est moins de 10% de maïs dans la SFP. Et puis, donc, on stocke un petit peu plus d'air parce qu'on n'est plus sur des prairies permanentes. Je vais l'expliquer après. Donc, 0,42. Donc, on arrive à une empreinte carbonate de 0,62 pour le système montagne herbagé et 0,86 pour le système plaine montagne maïs. Alors, derrière, l'enjeu, effectivement, c'est de réduire l'empreinte carbone. Là, on a fait l'état des lieux. La première chose qu'on regarde, c'est les élevages qui ont les résultats qui sont les plus performants en termes d'émissions. Et on les compare à la moyenne et à ceux qui sont moins performants. Donc, quand je dis les plus performants, c'est en termes d'émissions, et c'est les 10%. Donc, c'est ceux qui ont les émissions les plus faibles, les 10%. Pareil, à l'opposé, les performances moins, ceux-là, c'est ceux qui ont les émissions les plus importantes. Et puis au milieu, c'est la moyenne nationale. Donc vous avez les émissions. Donc le filtre est fait sur les émissions. Donc vous voyez qu'effectivement, en termes d'émissions, on est à 0,76 pour les plus performants, contre 0,96 pour la moyenne et 1,25 pour ceux qui ont les émissions les plus élevées. Le stockage carbone, lui, augmente, en fait, où on est à 0,12 pour les plus performants et on va jusqu'à 0,22 pour les moins performants. Ce qui donne une empreinte carbone nette de 0,64 et 1,23 pour les moins performants. Donc déjà, on fait le constat qu'on va se comparer juste à la moyenne. J'ai toujours peur de faire une bêtise avec le fil. Donc si je compare à la moyenne, il y a un potentiel d'amélioration de 20% si on arrivait à amener tous les élevages en fait à un résultat des plus performants, au résultat des plus performants. Hop là. Voilà. Alors, comment on explique ces résultats? Donc là, je vais vous présenter le stockage carbone et puis après, je vous présenterai les émissions pour identifier en fait les pratiques qui permettent d'améliorer les résultats. Alors, donc là, le stockage carbone, alors je voulais exprimer un petit peu différemment. Tout à l'heure, il était exprimé au litre de lait. Et donc, on voyait, je vais revenir sur la diapo d'avant. Voilà, ce que vous avez pu constater. Hop là, j'ai été trop loin. Ici, c'est qu'effectivement, ils ont un stockage carbone un petit peu plus faible, donc plus performant. Et donc, c'est pour ça que je vous l'exprime aussi à l'hectare, où on voit que globalement, quand même, on a un stockage assez équivalent entre les trois classes, qui oscille entre 960 et 1120 kg. Et la différence, vous voyez qu'en part de maïs, il n'y a pas de différence fondamentale. Donc, on est sur des systèmes, sur des classes assez équivalentes en termes de part de maïs. Par contre, en termes de valorisation de l'herbe, le système le plus performant valorise à 6 tonnes 6 contre 5 tonnes 2 pour le moins performant.
Ils passent plus de temps au pâturage. Alors, c'est quelques jours, hein, donc ça ne joue pas grand-chose. On est à 174 jours contre 167. Et puis, il y a une petite différence sur la prairie permanente, où il y a en part de prairie permanente sur la SAULé, on n'a que 25% contre 28%. Et globalement, c'est ça qui explique en fait le stockage carbone un peu plus faible pour ces plus performants, est lié au fait qu'il y a un tout petit peu moins de prairies permanentes. Sur le mètre linéaire de haie, on est équivalent. Donc, ce n'est pas ça qui explique la différence en termes de stockage carbone. Donc, le stockage carbone, c'est assez simple. Hein. Si on veut augmenter le stockage carbone, il faut implanter des prairies et des haies pour l'augmenter dans les exploitations. Alors, les émissions. Donc, là, on vous indique les principaux indicateurs qui expliquent la variabilité des résultats. Donc, on a le premier qui est l'indicateur qui explique une grande partie du résultat, c'est la production laitière par vache. Et donc, vous voyez bien que les plus performants produisent 7848 litres contre 7100 pour la moyenne et 6100 pour les moins performants. Qu'en termes de nombre de jeunisses, hein, ce ratio-là, c'est ça qui veut dire, c'est le nombre du GB jeunisses sur le nombre de vaches laitières. Donc, ils ont moins de jeunisses, les plus performants, 45% contre 48 et 50. Ils consomment moins de concentré en grammes par litre. Et c'est la même chose, je n'ai pas affiché les concentrés pour les jeunisses, mais c'est la même chose, où ils vont consommer 153 grammes par litre de lait contre 169 pour les moins performants. Ils apportent un petit peu moins d'azote, 31 contre 53. Et en termes d'autonomie, c'est un peu lié à ce qu'il y a au-dessus, c'est que leur autonomie est améliorée, tout simplement parce qu'ils ont une performance technique bien meilleure. Donc vous voyez, en fait, pour résumer, pour arriver à ce résultat de 0,76, ils produisent plus avec moins d'intrants. Pour résumer, c'est des systèmes plus efficients. Donc, quand on montre le décalage de 20% entre la moyenne et les meilleurs, c'est pour ça qu'on se dit qu'à un horizon de 5-10 ans, si on améliore les performances techniques des exploitations, on peut réussir à réduire les émissions des exploitations par le biais de la performance technique. Et donc, le gros avantage, c'est que axé sur l'efficience du système, ça va avoir un lien économique. Donc, pour faire la promotion de ces démarches-là auprès des éleveurs, montrer que faire évoluer les pratiques permet de réduire les émissions, mais aussi permet d'améliorer le résultat économique de l'exploitation, c'est quand même plus facile d'engager les éleveurs dans cette démarche sur cette base-là. Et donc ça, alors c'est des résultats qui datent un petit peu, mais il y a des nouveaux résultats que vous pourrez prendre tout à l'heure. Donc là, c'est des résultats qui datent de 2013 avec les exploitations de... Alors, ils ont changé de nom depuis, de Bretagne Conseil Élevage Ouest, donc BCLO. Et donc, on avait les diagnostics CAP2ER et également les marges brutes pour ces exploitations-là. Donc, en fait, on a... Pareil ici, le premier histogramme, c'est les exploitations qui ont les émissions les plus faibles, la moyenne et les moins performants. Donc vous voyez qu'ils ont une marge brute, il y a une différence de 30 € entre les deux extrêmes, et que cette explication, elle n'est pas sur le produit, donc les ventes, mais elle est sur les charges opérationnelles. Donc voilà, on montre bien que les élevages les plus performants en termes d'émissions, c'est la technique qui fait la différence, et ça se traduit par des résultats économiques, une marge brute qui est meilleure, et liée principalement aux charges opérationnelles. Donc voilà, ça c'est l'argument fort pour travailler sur la réduction des émissions et convaincre les éleveurs de s'engager dans la démarche. Alors, pour finir, les leviers, pour le coup, qu'est-ce qu'on a comme type de levier? Maintenant que vous savez les pratiques qui permettent de réduire les émissions. Donc sur tout ce qui est méthane entérique, ça va être surtout la gestion du troupeau, hein, gérer, donc c'est la production laitière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que des vaches à 10 000. Avec beaucoup d'intrants. Si j'augmente beaucoup mais j'achète beaucoup d'intrants, vous allez voir peut-être baisser le méthane entérique, mais vous allez voir augmenter le poste achat d'aliments. Donc prudence, quand je présente ça, et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on veut des vaches à 10 000. On a des résultats, reprenez ceux qui sont, si je reviens à ce petit tableau-là, voilà, les meilleurs, ce n'est pas des vaches à 10 000, hein.
on est à 8000 litres. Donc on est dans des moyennes classiques aujourd'hui dans les exploitations. Voilà, ce qu'on dit, il faut optimiser le système. Donc quand on doit améliorer la gestion du troupeau, augmenter la production laitière, c'est comment? Avec une meilleure ration, moins de mammites, moins de boiteries, donc un meilleur fonctionnement, une optimisation du troupeau. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Travailler aussi sur la repro, travailler sur le renouvellement. Donc, par exemple, les jeunisses, quand c'est possible, ça va varier en fonction du système, mais quand c'est possible, réduire le nombre de jeunisses, donc baisser le taux de renouvellement. Baisser le taux de renouvellement, c'est la conduite sanitaire du troupeau. Et puis, pouvoir vendre ces petits animaux supplémentaires. Donc, à voir d'un point de vue économique comment on les gère pour les vendre. Et puis l'âge au vélage, réduire l'âge au vélage. Donc entre une jeunisse qui va véler à 36 mois et une jeunisse qui va véler à 24 mois, il y a 1 an d'émissions supplémentaires. Donc on parle d'animaux improductifs. Donc tout de suite on a un résultat intéressant, ça réduit les émissions. Par contre il faut se poser la question économique toujours. Je suis dans un système herbagé, est-ce que c'est intéressant pour moi de faire véler à 24 mois ou pas d'un point de vue économique? Donc quand on va discuter avec l'éleveur d'un plan d'action, on aura toujours ces deux approches-là. Oui, réduire l'âge au premier vélage permet de réduire les émissions, mais est-ce que c'est adapté à mon système d'un point de vue économique, travail, etc. Donc voilà, donc, quand le conseiller intervient en élevage, il a toute cette approche avec l'éleveur. Donc là, je le fais sur l'exemple de l'âge au premier vélage, mais ça va être vrai sur toutes les pratiques discutées avec l'éleveur. On s'inscrit vraiment dans une réflexion globale du système pour choisir les leviers adaptés à l'exploitation et aux objectifs de l'éleveur. Donc je continue, le troupeau, c'est vraiment le premier levier qui va permettre de réduire les émissions. Ensuite, l'alimentation. Alors, bien sûr, équilibrer la ration pour optimiser les concentrés, qualité des fourrages, l'améliorer. Et puis, vont arriver maintenant aussi des nouveaux leviers avec les acides gras. Si on enrichit la ration en acides gras, on peut réduire les émissions de méthane entérique. Donc, nos outils vont y être sensibles bientôt. Donc, c'est aussi un levier qui va être disponible dans les exploitations. Si je continue la gestion des effluents, là on est principalement sur la méthanisation et la couverture de fosses. Ensuite, sur la conduite des surfaces, l'implantation de légumineuses, une meilleure valorisation de l'herbe, ça va permettre de réduire les achats d'intrants, des engrais. Ensuite, si je continue, optimiser le minéral. Et puis, concentrer, ça c'est lié à l'alimentation, à concentrer engrais. Si on optimise la ration, on achètera moins d'aliments. Et puis, énergie, qui pèse assez peu au final. Mais il existe plusieurs pratiques pour réduire la consommation d'électricité et de carburant. Donc, le carburant, ça peut être la conduite, revoir le parcellaire, plus de pâturage, le semi-direct, des choses comme ça. Et l'électricité, c'est les préfroidisseurs, récupérateurs sur le temps calé, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a une large palette de leviers disponibles et donc l'enjeu, ça va être quand on a fini le diagnostic CAP2ER, d'identifier avec l'éleveur le levier qui est le plus adapté. Et puis, alors, je vais passer à un exemple après. Bien sûr, quand on construit un plan d'action, je le répète, il faut que c'est un intérêt économique et en termes de conditions de travail pour l'éleveur, pour le mettre en place. Sinon, l'éleveur, il ne mettra jamais en place. Alors, pour vous donner quelques chiffres, alors c'est des moyennes à nouveau, pour certains, ça dépend de la situation initiale de l'exploitation, mais globalement, en termes de gains potentiels, si on travaille sur la gestion du troupeau, donc les effectifs, on peut faire des gains de 10, ça va peser de 10 à 15%. Mais attention, un éleveur qui est déjà très bon dans sa gestion des effectifs ne pourra pas atteindre de tels niveaux de réduction. Ensuite, sur tout ce qui est alimentation, donc qualité des fourrages concentrés, autonomie, pâturage, on va être plutôt sur des gains de 2 à 4%. Sur la conduite des cultures, donc liée à la fertilisation et au rendement, des gains potentiels de 3 à 4%. L'énergie, ça se réduit tout doucement, on est plutôt sur du 1 à 2% de gains potentiels. Et puis, alors, je n'ai pas parlé du stockage carbone. Là, le potentiel, on l'estime entre 2 et 8%. Après, à nouveau, si l'éleveur passe d'un système tout maïs à un système tout herbagé, le stockage carbone sera beaucoup plus important. Mais voilà, c'est des moyennes. Et tout ça, ça passe par l'implantation de prairies permanentes et prairies temporaires. Alors, un petit exemple quand même, puis savoir comment que ça se passe concrètement dans un élevage. Donc déjà, alors effectivement, on utilise l'outil CAP2ER. Donc c'est un outil qui propose 2 niveaux d'évaluation. Un niveau 1 qui est plus rapide à faire, ça va nécessiter
je vais dire 1 heure et demie de travail avec l'éleveur et qui va être réalisé à l'échelle de l'atelier. Donc je regarde que mon atelier laitier, bovin viande ou ovin ou caprin. Et donc ça permet de sensibiliser. On collecte une trentaine de données, ça permet d'avoir très rapidement des résultats et présenter les émissions, les leviers potentiels à l'éleveur. Ensuite, on a un deuxième niveau, CapDesert niveau 2, qui réalise un diagnostic à l'échelle de l'exploitation. Donc, il va présenter les résultats à l'échelle de l'exploitation et des ateliers. Mais là, cette fois, on collecte les données de toute l'exploitation. Donc, quand je dis toutes les données de l'exploitation, c'est la partie troupeau, les effectifs, les ventes de viande, de lait, comment sont logés les animaux, comment sont gérés les effluents, ensuite les cultures, quelle est la conduite, les surfaces, donc les surfaces PAC, la conduite de la fertilisation organique, minérale, les SIE pour calculer la biodiversité, je ne vous en ai pas encore parlé de ça. Et puis enfin les rations des animaux, plus l'énergie. Donc vous voyez que tout de suite, on va bien y passer une demi-journée. Donc on utilise principalement la comptabilité, la PAC et puis le cahier de fertilisation et les données EDE pour réaliser ce diagnostic. Donc ensuite, on présente les résultats à l'éleveur et donc on a à disposition des indicateurs techniques comme la production laitière, les kilos d'azote par hectare qui nous permettent d'identifier en fait les pistes de progrès de l'éleveur et donc on le compare à un système équivalent. Donc vous voyez, on le classe toujours un éleveur dans le système plein de maïs, plein herbagé, ce qui nous permet de le comparer à des systèmes équivalents et d'engager la discussion sur les leviers potentiels. Donc, réflexion sur l'efficience du système. Ensuite, on peut évaluer l'impact du plan d'action. Donc, l'éleveur, il dit banco, je vais réduire mon âge au vélage. On peut relancer un deuxième CapDesert niveau 2. On modifie les données d'entrée. Donc, je réduis l'âge au vélage, on va réduire les effectifs, revoir un peu la ration, revoir les surfaces, etc. Ce qui va nous permettre d'avoir une simulation des résultats avec ce plan d'action-là. Et donc, voilà, j'ai mis une demi-journée pour la collecte, une demi-journée pour construire le plan d'action. Alors ça va être très variable d'une exploitation à l'autre, en fonction du projet de l'éleveur et de la complexité aussi de la collecte, parce que si dans une exploitation, il n'y a qu'un atelier bovin-lait très simple, ça va vite. S'il y a un atelier bovin-viande, beaucoup de cultures de vente, vous comprenez que tout de suite, la collecte va prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, ça c'est juste un ordre d'idée, une journée et demie pour réaliser ce travail avec l'agriculteur. Alors sur un exemple, pour finir, donc là c'est un exemple d'évolution sur 3 années. Donc c'était une exploitation, alors tout à l'heure je n'ai pas précisé, les résultats que j'ai présentés c'est les systèmes herbe-maïs. Donc une exploitation qui avait des émissions de 1,05 kg en début de projet et qui en fin de projet était à 0,87. Donc, vous voyez, on présente ce petit graphique par poste avec le méthane entérique, les effluents, la fertilisation azotée, le carburant aliment engrais, carburant électricité aliment engrais. Et donc, on positionne les résultats de l'éleveur, donc le trait foncé, comparé au système équivalent. Donc déjà, ce qui permet d'identifier les postes d'amélioration. Donc ici, on voyait que sur le méthane entérique, c'était un petit peu élevé, et sur la fertilisation azotée aussi. Et puis le stockage carbone, on fait la même chose. Oui, mais je ne vous le présente pas, le stockage carbone. Donc voilà pour les émissions. Et vous voyez qu'à la fin, il a réduit ses émissions sur le méthane entérique et sur la fertilisation azotée. Alors, autre élément, c'est qu'on avait le coût alimentaire de cette exploitation-là. Donc on était à 103 € en début de projet et on a fini à 92 € de coût alimentaire. Alors comment il a fait ça, l'éleveur ? Hop. Alors, il a revu l'alimentation de son troupeau, où ils ont investi en groupe, collectivement, sur une distributrice, ce qui a permis d'améliorer la ration. Ensuite, il a travaillé sur l'élevage de ses jeunisses, avec la réduction de l'âge au vélage. Et puis, les animaux supplémentaires, il a sexé, donc il a fait moins de renouvellement parce qu'il a sexé et croisé. Et donc, il a moins de jeunisses en renouvellement. Il a implanté des légumineuses. Et puis, alors, gestion des effluents, je l'ai indiqué, mais c'est tout simplement parce qu'on a un petit peu moins d'animaux. Donc, pour le coup, on a moins de gestion, moins d'émissions liées aux effluents parce qu'on a moins d'animaux. Alors, les résultats techniques, pour expliquer ces résultats. Donc, vous voyez, en haut, on a la production laitière par vache, le taux de renouvellement, l'âge au premier vélage. Donc, vous voyez, on était à un troupeau avec des vaches à 6000 litres. Donc, il a augmenté de 1000 litres. En taux de renouvellement, il est passé de 36 à 26 et il a réduit que 2 mois, mais on était en phase, on était qu'au bout de 3 ans, donc il faut du temps aussi pour atteindre les objectifs, mais on avait réduit de 2 mois.
Au niveau alimentation, alors c'est lié, on a gagné 1000 litres, mais on a quand même augmenté un petit peu les concentrés au final. On est passé, alors c'est pas beaucoup, hein, de 107 grammes à 136 grammes. Et puis, au niveau de la gestion des surfaces, il a baissé un petit peu la fertilisation minérale grâce aux légumineuses. Et comme il y a moins d'animaux, on a baissé aussi la pression en azote organique. Donc, vous voyez, on fait vraiment le lien entre le résultat, la réduction des émissions et puis les résultats techniques de l'éleveur. Et pour finir, c'est vrai que le fil rouge, parce que l'objectif c'est de réduire l'empreinte carbone, donc c'est notre fil rouge, mais il faut aussi avoir une approche globale. Et donc dans Cap de Zoer, on présente les résultats. Donc ça, c'est les résultats à l'échelle de l'exploitation. Alors il n'y a pas que le carbone en termes d'impact environnemental. Il faut aussi évaluer tout ce qui est émissions d'azote vers l'air, les risques de lessivage aussi, la consommation d'énergie. Et puis, donc ça, c'est les impacts. Donc, émissions, perte vers l'eau, perte vers l'air d'azote, consommation d'énergie, mais aussi les contributions positives avec le nombre de personnes nourries, le stockage carbone, la biodiversité et la production d'énergie qu'il y a. Donc, sur mon cas, en fait, avec ce plan d'action, en termes de biodiversité, perte vers l'eau et vers l'air, c'était assez stable. Mais on a réduit la consommation d'énergie, on a réduit les émissions à l'échelle d'exploitation, on nourrit plus de personnes et on stocke un peu plus de carbone. Donc voilà, on se concentre beaucoup sur le carbone, mais on regarde aussi les autres indicateurs environnementaux pour avoir une approche globale au niveau de l'exploitation, pour s'assurer que oui, on réduit le carbone, mais on ne fait pas un transfert de pollution, comme on dit souvent, vers un autre poste qui peut être la qualité de l'eau, qualité de l'air, etc. Et puis bien sûr, mais je l'ai déjà dit, on doit toujours intégrer l'impact économique et travail dans la construction du plan d'action. Donc voilà, le message à retenir, c'est que on a des marges de progrès, que les leviers sont à la fois sont en intérêt économique pour les éleveurs, et que ces leviers carbone en général permettent d'améliorer les autres impacts environnementaux et qu'il est indispensable d'avoir une approche globale et spécifique à chaque éleveur pour les engager, parce que ça reste une démarche volontaire, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Donc il faut vraiment adapter l'approche au contexte de chaque exploitation et au contexte, ce que veut faire l'éleveur aussi. Alors, on vous a présenté la démarche et comment ça fonctionnait. Maintenant, on va vous dire où on en est. Donc, aujourd'hui, la démarche, elle repose sur 4 piliers, comme l'a expliqué Catherine à l'instant. Donc, d'abord, on sensibilise l'éleveur par le biais de communication. Donc, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie des personnes qui ont été touchées par une partie de notre communication. On communique au sein de la filière, mais aussi en dehors. Donc, c'est important pour nous de faire savoir ce qu'on fait. Ensuite, on mesure avec les diagnostics individuels, donc ce qui vient de vous être présenté. On réduit par le biais du plan d'action et la mise en œuvre des leviers. Et pour finir, on valorise. Donc, on communique vers les consommateurs ou en tout cas vers les parties prenantes après la production. Et on a également mis en place, on a contribué à la mise en place des crédits carbone, donc pour valoriser financièrement les réductions d'émissions qui peuvent être faites par les éleveurs. Alors tout ça, encore une fois, ça se fait avec des partenariats, puisqu'on est d'accord que tout ça n'est pas gratuit. Donc on a besoin de soutien, et notamment de soutien financier. Donc on vous a mis ici l'ensemble des partenaires qui soutiennent la démarche ferme laitière bas carbone, donc qui s'engagent à des niveaux différents et de façon assez différente sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, la démarche, elle est sur une impulsion nationale, mais elle est très régionalisée. Donc on s'appuie sur des soutiens régionaux, notamment à travers nos différents CRIEL, donc, qui sont nos entités en région et qui représentent le CNIEL en région. Et donc aujourd'hui, on a formé plus de 1200 conseillers à l'outil Cap de Zoer et on a un peu plus de 14 000 élevages engagés. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un diagnostic soit de niveau 1, soit de niveau 2. Donc ça veut dire qu'ils sont sensibilisés à cette question et que potentiellement ils vont mettre derrière en place des leviers pour réduire leur impact. Alors l'objectif affiché dans France Terre de lait, c'est une baisse de 17% de l'empreinte carbone du lait sorti usine. Donc ça a son importance et c'est ce que je disais au début de la présentation.
c'est qu'on vous a présenté toute la partie élevage, donc par le biais de fermes laitières bas carbone, qui a donné lieu à la signature d'une feuille de route climatique, donc avec les différents partenaires que sont le CNIEL, l'Institut de l'élevage, Franche Conseil Élevage et les chambres d'agriculture. Je ne reviens pas sur le détail du contenu de la feuille de route, mais vous avez les principaux éléments qui sont cités ici. Donc l'idée, c'était vraiment d'afficher publiquement un engagement de la filière. Mais la réduction de l'empreinte carbone du lait tel que le consommera le consommateur, ça passe aussi par la transformation. Donc, une fois le lait sorti de la ferme, il y a toute une partie aval, nous on appelle ça la partie aval, qui impacte également l'empreinte carbone du produit fini. Donc, on parle du lait, mais il y a aussi tous les autres produits laitiers. Et donc, la transformation s'est également engagée sur différents axes pour réduire son empreinte carbone. Donc, les 17% résultent bien des efforts de l'amont et de l'aval. Et pour finir, on vous a listé ici quelques ressources pour aller chercher des informations complémentaires si on ne répond pas ici à toutes vos interrogations, mais on va avoir un petit temps d'échange après cette présentation. Et si jamais vous aviez besoin de nous contacter, on a une adresse mail qui est indiquée juste en bas de la slide. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question par rapport à vos diaporamas. Vous avez dit quelque chose et moi sur le diaporama, je lis autre chose sur l'histoire avec la part maïs. Oui, vous voyez quand vous étiez sur les champs, juste avant. Juste avant. Là où il y avait une nouvelle production. Voilà. Et en fait, en gros, vous dites que plus il y a de prairies, plus c'est efficace. Enfin... Non, c'est pas tout. Oui, alors attendez, on va y arriver. Ouais, non, c'est celle-là. C'est celle-là, je pense, ouais. Attendez. Celle avec le détail. Ah, j'ai dû faire un truc, voilà. Hop. Voilà. Parce que là, du coup, ce que je comprends, c'est que les systèmes avec plus de maïs. Non, c'est pas ça, parce que vous voyez, la part de maïs, elle est équivalente dans mes trois groupes, en fait. D'accord, donc c'est pas significatif. C'est pas significatif. Ah, pardon. Ouais, c'est pas significatif. Oh, ouais. Je l'ai peut-être mal dit, mais pour le coup, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, là, mes trois groupes, en fait, on est sur une part de maïs assez équivalente. Mais alors, comment vous expliquez que ceux qui ont plus de prairies permanentes sont les moins performants alors que... Attention, c'est des proportions là. Après aussi, alors j'ai pas mis tout le détail parce qu'on peut pas mettre trop de données non plus. Mais là, il peut y avoir un peu plus de surface, etc. Donc là, la différence, elle n'est pas énorme. Hein. En proportion, on a 24% de prairies permanentes et 28%. Donc ça joue. C'est ce qui explique la différence. Je l'ai mis, c'était pour expliquer la différence du stockage carbone entre les trois classes. C'est que celles-là, quelque part, elles ont sûrement un tout petit chouïa plus de prairies permanentes en fait. Il stocke un peu plus parce que s'il y a plus de en fait, alors je vais expliquer comment on calcule. Alors en stockage carbone, je peux pas. Tiens, attendez, je vais me remettre là. Je vais arrêter de bouger. Pour calculer le stockage carbone, donc on associe un forfait de 570 kg de carbone par hectare de prairie permanente. Ça c'est le premier point. Ensuite, on prend la rotation prairie temporaire culture. Et on va calculer un stockage spécifique à chaque type de rotation. En fait, on va considérer qu'on est en prairie temporaire, on stocke 570 kg. Et l'année où on est en culture, on déstocke 950. Et donc, on fait la rotation et on calcule un stockage moyen annuel sur la rotation. Et enfin, jamais la rotation culture sur culture, où elle, on considère qu'elle déstocke 160 kg. Donc ça va expliquer la partie stockage carbone. Donc ça, c'est mon indicateur stockage carbone. Après, de l'autre côté, j'ai mes émissions. C'était après. Et donc là, après, c'est la performance. En fait, c'est des systèmes fourragers qui sont assez comparables entre les trois classes, mais sauf qu'il y en a, ils valorisent mieux leur système parce qu'ils arrivent à produire plus de lait avec moins d'intrants, en fait. C'est pour ça qu'ils réduisent leurs émissions. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on stocke un peu plus. Oui, vous le voyez sur les résultats ici. Dans votre système herbagé, en termes de... Après, on exprime tout en litres de lait.
Et donc, pour le coup, ils vont peut-être utiliser moins de surface et à côté, ils vont avoir peut-être des cultures de vente. Ceux-là, s'ils valorisent mieux l'herbe. Ou s'ils valorisent mieux l'herbe, ils ont moins de maïs. Donc, ils achètent moins de soja, etc. Mais moi, j'en tiens compte ici, en fait. Donc, s'il a plus d'herbe, quelque part, probablement que je vais acheter un petit peu moins de correcteurs azotés, je suppose. Vous me contredirez, mais logiquement, oui. Peut-être un peu plus d'énergie. Voilà. Et alors là, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, donc ça va impacter sur les résultats achat d'aliments. Parce qu'en fait, le correcteur azoté, en termes de poids carbone, aujourd'hui, il est plus important parce qu'il y a la déforestation, etc. Donc on va le voir ici, en fait, sur le système herbagé. Et vous l'avez vu tout à l'heure, alors je vais revenir un tout petit chouïa plus tôt. En fait, sur la diapo là, tout est dit, je pense. Les émissions, quel que soit le système, elles sont assez équivalentes. C'est qu'en fait, le système herbagé, il utilise moins d'intrants parce qu'il a de l'herbe, des légumineuses, donc moins de fertile, minéral. Souvent, ils ont plus de surface, donc oui, non, je ne vais pas le dire comme ça. Donc, il produit un petit peu moins de lait, c'est sûr. Mais de l'autre côté, mon système maïs, lui, il produit peut-être plus de lait, donc moins de méthane entérique, peut-être moins d'émissions liées à la gestion des effluents, mais il stocke moins. Et puis, au niveau des aliments, il en achète un peu plus. Et en plus, c'est du correcteur azoté. Donc, ça tape un peu plus fort en termes d'empreinte carbone. C'est clair ? On en reparlera après, si vous voulez, si je ne suis pas claire. Par exemple, sur la question maïs, sur des systèmes qui sont à 9 tonnes et des systèmes qui sont à 15-16 tonnes. Ça se verra très vite. Est-ce que dans le cas de ZER, on a cette différenciation ou pas ? Obligatoirement. Parce que de fait, nous, pour le coup, s'il est qu'à 9 tonnes à troupeau équivalent, il va avoir plus de surface. Donc en fait, on traduit par la surface. Complètement, oui. Oh, ouais. Non, mais complètement. On capte tout, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment, celui qui a 9 tonnes, s'il n'adapte pas sa fertile, c'est souvent le cas, parce que il ne s'attend pas au coût du... voilà. C'est ça, donc c'est pas les mêmes coûts, etc. Ouais, parce que le maïs, ça coûte cher aussi. Donc ouais, on capte tout. Il n'y a pas de souci. Justement, sur la fertilisation azotée, quelles sont les méthodes ? Est-ce que la méthode du bilan est toujours mise dedans ou comment vous faites adapter la fertilisation azotée ? Aux agriculteurs, après c'est le technicien qui va travailler avec lui, qui va prendre le cahier de fertilisation et retravailler avec lui la fertile. Et après, alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par méthode des bilans, mais voilà, techniquement, il fait le boulot de ça. Mais ça, c'est pas fait dans Cap 2R, c'est fait à côté pour construire le plan d'action. Lui, dans Cap 2R, il va juste le traduire. Mes apports en azote minéral baissent, etc. Mais effectivement, après, ça, c'est la compétence du technicien. Et voilà, c'est qu'un outil qui permet de mesurer, d'identifier les pistes de travail. Après, c'est bien le technicien qui fait la différence par son conseil et qui accompagne l'agriculteur dans la réflexion. Alors, le levier longévité. Alors, si les vaches vieillissent, normalement, elles sont en meilleure santé, donc elles vont produire peut-être un petit peu plus, moins de mammites, etc. Et puis surtout, vous allez avoir moins de renouvellement, donc moins de jaunisse. Alors en fait, donc c'est là-dessus que ça va impacter. Alors à l'échelle de l'exploitation, ça va se voir à l'hectare. Si je prends l'indicateur émission à l'hectare, j'ai moins de jaunisse élevée. Je les vends à 8 jours, c'est des petits croisés que je valorise un petit peu mieux. Donc j'ai moins d'émissions à l'échelle de l'exploitation ramenées à l'hectare. Si je suis au litre de lait, la petite subtilité, c'est qu'on calcule les émissions de l'atelier laitier. Et après, on a 2 produits dans l'atelier laitier, du lait et de la viande. Et donc, pour faire cette allocation, on calcule les besoins en énergie, la lactation, et de l'autre côté, la phase de croissance des jeunisses. Donc, en fait, l'empreinte carbone de la viande, ce sont les émissions liées à l'élevage des jeunisses. Alors, en fait, si on réduit le nombre de jeunisses, je réduis aussi mes émissions. Donc, en fait, ramener au kilo de viande, on ne voit pas de différence. Et alors ça, c'est vrai que pour la filière, c'est un truc, le taux de renouvellement, on ne le voit pas en fait. Si je regarde juste les empreintes carbone du lait et de la viande, on le voit un petit peu parce qu'il y a des effets de calcul. Mais globalement, si je reste à l'échelle du produit, j'ai réduit ma production de viande, mais j'ai aussi réduit mes émissions, donc on ne voit rien. Et ce qui se passe, c'est que cette production de viande qui n'est pas faite par l'atelier laitier, elle est faite par les bovins viande et qui ont une empreinte carbone un peu plus élevée que nous en viande parce que nous, on le dilue avec notre lait en fait. Donc c'est discutable en fait ce levier. Nous, c'est un levier qui marche très bien à l'échelle d'exploitation. J'ai moins de jaunisse, tout de suite, mes émissions elles baissent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un transfert vers les bovins viande? Et donc à l'échelle de la France, ça peut être discutable parce qu'on pourrait dégrader la situation France en fait.
Voilà, je l'ai fait long pour expliquer un peu. Bah, ça vous fait réfléchir à l'unité fonctionnelle en fait. C'est toute la discussion qui est intéressante parce que là on exprime tout en litres de lait, mais si je prends les hectares, bah, l'histoire elle change. Vous parlez des systèmes herbagés, c'est clair qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Donc voilà, il faut bien réfléchir à tout ça parce que il faut manipuler ces façons différentes d'exprimer les résultats où on n'arrive pas toujours aux mêmes conclusions. Voilà. Alors, Aurore. J'ai ma collègue là. On va avoir on travaille avec les autres pays européens, donc on va faire des comparaisons. Tu me corrigeras, Aurore, si j'ai des bêtises. Alors peut-être dans l'année 2022, je pense. Il ne faut pas trop attendre. Le projet fait que démarrer. Donc avec des partenaires qui sont l'Irlande, la Belgique, Espagne, Italie. Il n'y a pas les Pays-Bas, il y a l'Allemagne et Suisse aussi. Donc on va faire des comparaisons de résultats, mais à outils identiques. Alors on va commencer par comparer nos méthodes pour voir si on calcule tous de la même façon. Et puis après, effectivement, faire des comparaisons de résultats. Donc voilà, les grands pays laitiers travaillent comme nous sur les émissions, la réduction. Peut-être que tu pourras en parler, les programmes européens, mais les Irlandais, les Pays-Bas, donc travaillent à la réduction de leur empreinte carbone. Et puis ils ont aussi une approche un peu comme nous, calculer aussi biodiversité, stockage carbone. Mais donc voilà, on va avoir des programmes de comparaison qui vont nous permettre de voir un petit peu le résultat français. On est bien, les émissions françaises, on est dans une moyenne. Il y a les systèmes irlandais très herbagés. Après, les systèmes beaucoup plus intensifs, vous prenez le Danemark. Aussi, on pourrait regarder les Pays-Bas qui vont être intéressants. Tu veux peut-être rajouter un mot sur la démarche européenne démarche européenne, pas nécessairement, mais au niveau international, on a une fédération qui s'appelle la Fédération internationale du lait et qui est un espace où on échange beaucoup sur ces questions pour partager notamment les méthodologies. Et donc, notamment la méthodologie qui a servi à établir Cap2R, elle est issue d'une méthodologie qui a été établie dans le cadre de la Fédération internationale. Donc, on a quand même des bases communes au niveau mondial. Après, chaque pays a son système ou la diversité de systèmes comme chez nous. Donc, chacun développe sa mesure et son plan à sa façon. Mais globalement, l'ambition de la filière au niveau mondial, de toute façon, est de réduire ses émissions par différents leviers et par différentes méthodes. En tout cas, ce qu'on voit dans nos échanges avec les pays avec lesquels on est amené à échanger, c'est qu'on est un des seuls pays à avoir ce système vraiment individualisé d'échange avec l'éleveur et de construction par l'éleveur de sa démarche. Dans d'autres pays qui ont peut-être moins de diversité, notamment en termes de distributeurs, enfin de transformateurs derrière, ils sont plus dans des démarches incitatives de la part du transformateur et qui sont appliquées plus globalement sans faire forcément dans l'individuel, enfin à l'échelle individuelle. Voilà. Alors, je vais non. Alors, on a des résultats bio. J'ai envie de dire, Aurore, pareil, tu me corrigeras. Ils sont assez comparables en termes d'émissions, mais ils stockent un peu plus. Je pense que je dirais pas de bêtises. Il y a une étude au 3R, je crois, qui a été publiée, l'étude de comparaison des systèmes bio. Donc, vous pouvez aller consulter les 3R. Mais voilà, vous avez ma petite case herbagée. Là, globalement, ça ressemble beaucoup au bio. Et vous allez être sur ce type de résultats. Mais peut-être avec un peu plus de stockage carbone. Et c'est vrai que voilà, le système bio, il n'y a pas très peu d'intrants. Mais par contre, il y a un petit peu moins de production laitière. Donc après, sur les émissions, ce qui va jouer, c'est la production laitière et le nombre d'animaux de genisses qu'il va avoir. Souvent, on a un peu plus de genisses aussi dans les systèmes bio parce qu'ils valorisent donc, sur une croissance lente des genisses. Donc, ils sont plutôt sur des vélages un peu plus tardifs. Mais voilà. Donc, vous voyez, allez voir l'étude pour avoir vraiment les derniers résultats parce que moi, je ne les ai pas en tête. Mais globalement, vous aurez des résultats comparables à des systèmes herbagés.
Je complète juste en disant ce qui a été dit en début de présentation, c'est que la démarche, elle n'a pas pour objectif d'opposer les systèmes, mais bien de permettre à chacun d'améliorer son système, le choix du système et le choix de s'engager ou non dans une démarche différenciée, le bio ou autre. C'est vraiment un choix d'éleveur, donc ensuite ça fait partie de sa stratégie pour son exploitation. Donc voilà, on insiste beaucoup là-dessus. C'est vraiment de l'individuel et du choix de l'éleveur, y compris dans le choix des leviers dans son plan d'action. Voilà. Oui, enfin, voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, mais je finis. Oui, voilà. Alors, on a présenté ici toute la partie audit, mais il y a aussi une grande partie de conseil qui vient après Enfin, on insiste beaucoup là-dessus dans le cadre de la démarche et notamment dans les partenariats qui ont été établis. On insiste beaucoup pour qu'il y ait du conseil auprès des éleveurs, pour pas qu'ils se retrouvent avec un plan d'action sans avoir nécessairement les compétences derrière ou savoir comment s'y prendre pour les mettre en place. Et donc, il y a toute cette partie de conseil qui vient après, donc qui doivent aller dans le sens de la stratégie de l'éleveur pour sa conversion ou pour son engagement sur d'autres solutions. Je vais compléter sur les systèmes bio quand même. Effectivement, on ne fait absolument pas de différence et chaque système évolue. Mais je parlais d'approche globale en termes d'impact. Effectivement, un système bio, en termes de bilan azote, sera toujours plus performant qu'un système plus conventionnel. Donc c'est un de ses atouts quand même. Donc système herbagé, je ne vais même pas dire bio en fait, c'est système herbagé, ce sera mieux, ce sera plus raisonnable de ma part. Voilà, sur les postes, donc souvent on est moins intensif à l'hectare, donc on aura moins d'émissions à l'hectare. Le bilan azote, donc les pertes vers l'eau et vers l'air seront plus faibles parce qu'on a beaucoup moins d'intrants, il y a un meilleur fonctionnement du système et de recyclage de l'azote. Et puis pour le coup, ils ont plus de biodiversité, plus de stockage carbone. Alors ils nourrissent un petit peu moins à l'hectare, mais ils ont moins d'intrants aussi. Donc voilà, il faut avoir l'approche globale. Donc effectivement, les systèmes un peu plus intensifs. Donc sur les empreintes carbone, ramenées au litre de lait, on ne voit pas de différence majeure. Mais si on prend une approche un peu plus globale, effectivement, ces systèmes herbagés, d'un point de vue plus global en termes d'impact environnemental, ont quand même beaucoup d'atouts. Alors, on n'a pas mis en place de labellisation en tant que telle. Ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, et je ne me suis pas étendue dessus, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas noté, c'est que les éleveurs peuvent s'engager dans une démarche de valorisation par le biais des crédits carbone, donc qui est totalement dissocié de ferme laitière bas carbone, mais ils peuvent se rapprocher alors pour les éleveurs laitiers, une association qui s'appelle France Carbone Agri Asso, et qui leur permet de se regrouper pour bénéficier des crédits carbone. Donc, la méthodologie de calcul de ces crédits est validée par le ministère de l'Environnement et donc font l'objet de crédits carbone qui peuvent être vendus, qui sont vendus par France Carbone Agri Asso auprès des entreprises ou des structures qui souhaitent les acheter. Donc c'est vraiment sur la base du volontariat, ils ne vont pas valoriser leurs produits parce qu'ils ont... Non, il n'y a pas de valorisation, qu'elle soit économique ou en termes de logo, sur ferme laitière bas carbone en tant que telle. Nous, on le mettra à disposition. Après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du SPAS, s'ils mettent à disposition, mais en tout cas, nous, on le rendra disponible. Voilà. Oui. J'entends pas. Attendez. Alors, il y a l'Institut de l'élevage, IDEL, et le CNIEL pour moi. Je vous remets nos coordonnées qui étaient sur la première page. Hop, attends. La dernière, on avait mis ?